L'information de 23 heures sur RT1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Réunion du conseil politique du RHDP. Les 350 secrétaires départementaux nouvellement élus sont investis par le président Alassane Ouattara. Ils ont pour mission de continuer à élargir la base de données pour l'implantation du RHDP dans le pays. Alassane Ouattara, président du parti, annonce aussi des mesures de structuration. Le vice-président de la République en visite de travail depuis samedi à Washington, D.C., Tiemoko Mélié-Koné rencontre les hautes autorités des institutions de Bretton Woods, leur niveau d'engagement financier en Côte d'Ivoire et les probables possibilités d'échanges commerciaux au menu de cette mission. Et l'ouverture ici à Abidjan des travaux de la conférence Sud-Sud pour l'élimination de la fistule obstétricale à l'horizon 2030. Une cérémonie présidée par la première dame Dominique Ouattara. Ce combat nécessitera un investissement d'environ 75 milliards de francs CFA. Bienvenue dans ce 23 heures. L'actualité politique pour démarrer. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, en sa qualité de président du RHDP, présidait hier une réunion du conseil politique du parti au pouvoir. Un conseil marqué par l'investiture de 350 nouveaux secrétaires départementaux du RHDP qui ont pour mission d'entretenir les bases du parti dans toutes les localités et d'enrôler de nouveaux militants. Des mesures de structuration sont aussi annoncées, telles que le lancement des cartes de militants et la mise en place des structures spécialisées pour les jeunes et les femmes. Le résumé de cette réunion politique avec Viviane Aïma. 7 mois seulement après son adoption par le Conseil politique réuni le 28 février dernier, la restructuration des instances dirigeantes du RHDP avance à grands pas. Ce parti s'est doté déjà d'une nouvelle direction exécutive ainsi que d'un nouvel encadrement de base plus proche de ses militants car issu de consultations internes. Et c'est d'ailleurs pour investir les 350 secrétaires départementaux élus à l'issue des élections internes du 23 juillet dernier que s'est tenu le conseil politique de ce lundi 12 septembre sous la présidence du président du parti, le président Alassane Ouattara. Chaque secrétaire départemental a reçu sa lettre d'investiture et une feuille de route. Ils ont tous pris l'engagement de travailler assidûment pour la victoire de leur parti aux futures joutes électorales. De même, la nouvelle direction exécutive a assuré de son engagement à réaliser les objectifs assignés à la feuille de route. En me nommant, Monsieur le Président du RHDP, à ce poste central et stratégique, parmi la pléthore de compétences, d'expérience et de talent que vous avez autour de vous dans le RHDP. Je mesure l'immense honneur que vous me faites et la responsabilité que j'assume désormais. Je voudrais vous assurer de mon engagement et de ma détermination à exécuter ma feuille de route et les tâches qui me seront confiées. Ma première mission sera de consolider l'esprit de rassemblement qui définit au plus haut point votre philosophie politique. Excellent Monsieur le Président, vous êtes un bâtisseur. C'est désormais un truisme de le dire. Un homme de vision porté vers l'excellence. Dans ce contexte que je viens de décrire et devant le leadership incontesté dont vous faites preuve, mon rôle en qualité de secrétaire exécutif, que dis-je, notre rôle en notre qualité de membre du secrétariat exécutif et du secrétariat national est de traduire avec engagement et détermination vos orientations et votre vision sur le terrain. Nous serons cadres et militants, une force de proposition qui se nourrit de l'expérience du terrain acquise par un militantisme de proximité dans un environnement sociopolitique que vous avez su apaiser. Excellent, Monsieur le Président, nous devons être des cadres et des responsables exemplaires et proches de nos bases, des militants exemplaires à jour et en phase avec les exigences d'animation au quotidien du parti pour entretenir la flamme, même en dehors des périodes électorales. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'entrer et de profiter de cet instant solennel du Conseil politique pour vous traduire ma reconnaissance et ma gratitude infinie pour le grand honneur que vous avez bien voulu me faire en me confiant la responsabilité de présider le directoire
de notre grand parti, le RHDP. Je puis vous assurer, Excellence, Monsieur le Président, que je mesure le poids de cette mission au moment où notre parti amorce, sous votre guidance, une phase cruciale dans son existence. Je suis un soldat à la cause du parti, votre soldat, Excellence, Monsieur le Président de la République, président du RHDP. Mon but ultime est de traduire votre vision en réalité, de me conformer à vos instructions et de parachever la restructuration du parti. Il en est de même pour l'ensemble des membres du directoire. C'est là pour le rayonnement de vos idéaux de rassemblement, de démocratie, de paix et de développement durable de notre grande nation. Le président du parti s'est félicité des acquis déjà obtenus par la restructuration toujours en cours. Il a néanmoins appelé à un nouvel état d'esprit au sein de son parti. Enfin, il a annoncé au Conseil politique le retour de l'UDPCI et son président au RHDP. Je suis heureux, très heureux, de noter que la restructuration de notre parti, lancée ici même le 28 février, est véritablement engagée. Merci à chacune et à chacun de vous. Le secrétariat exécutif a été très actif et je tiens à féliciter chaleureusement Adama Bictogo pour l'excellent travail qu'il a fait. Notre parti vient de s'enrichir d'un nouvel organe, conformément aux décisions arrêtées à l'issue du dernier conseil politique. Il s'agit bien évidemment des nouveaux secrétaires départementaux du parti élus le 23 juillet 2022. Bravo, 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 parce que l'élection des secrétaires départementaux n'était pas une chose facile, mais je tenais à le faire. Parce que quand on parle de démocratie, il faut aller à la base. Démocratie veut dire le choix et le vote de chacun des militants. Et c'est ce que vous avez fait. Et je dois dire que j'attends que les autres partis fassent de même. On les attend. Nous devons nous féliciter d'avoir réussi ce pari. C'était un défi. Et je voudrais bien évidemment féliciter Cissé Bakongo, que nous venons de désigner comme secrétaire exécutif en remplacement d'Adama Bictogo. Et je sais qu'avec lui également, le parti sera en de très bonnes mains. Mesdames et messieurs les secrétaires départementaux, je voudrais maintenant m'adresser à vous. Je voudrais, au nom de la direction du RHDP, vous féliciter pour votre brillante élection et dire que le RHDP compte sur vous, sur chacune et chacun d'entre vous. La feuille de route qui vous a été remise tout à l'heure montre que votre responsabilité est grande parce qu'elle est issue de la base. Le parti, c'est le terrain. Je tiens à le dire. Vous avez la charge de poursuivre l'impérieux travail d'implantation du parti sur le terrain. Il vous faudra cibler les militants du RHDP et continuer d'élargir la base du parti par une stratégie offensive d'adhésion. Nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous, mesdames et messieurs les secrétaires départementaux, pour promouvoir à la base les idéaux du parti, des idéaux de tolérance, d'union, de rassemblement, mais aussi, je dirais, de générosité, de solidarité partagée et d'ouverture. Voyez-vous, par le passé, de nombreux militants se sont plaints que les cadres n'étaient pas généreux. Oui, les élus n'étaient pas généreux, que les ministres n'étaient pas généreux, les présidents d'institutions n'étaient pas généreux, mais que le président était généreux.
Alors donc, je vous demande d'être généreux. Vraiment, j'en appelle à votre générosité. Je veillerai aussi à ce que nous puissions soutenir les secrétaires départementaux. Oui, nous allons vous soutenir et chaque fois que cela sera nécessaire. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi actuellement, Monsieur le secrétaire exécutif, je vous demande de veiller particulièrement à leur apporter un soutien dans l'exercice de leurs responsabilités. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, mon jeune frère Albert Mabry-Touakeus et l'UDPCI ont décidé de revenir au RHDP. Je vous demande de l'accueillir et de le féliciter d'avoir pris cette décision. Ce que je veux, c'est de bâtir le plus grand parti qui existe en Côte d'Ivoire depuis la dissolution du parti unique. Il faut que notre parti soit véritablement un parti unifié, soit un parti de rassemblement qui va du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui comprend le centre, qui ne fait aucune discrimination et qui rassemble tous les Ivoiriens de toutes les confessions, de toutes les régions et qui se projette sur le futur. La restructuration lancée, le RHDP apparaît désormais plus uni et plus déterminé que jamais. Voilà le président du RHDP qui souhaite faire de son parti le plus grand depuis la dissolution du parti unique. Écoutons les réactions des participants à l'issue de cette rencontre. Il faut maintenant changer de technique parce que les opposants sont là. Il faut maintenant changer, avoir les statistiques et puis cette fois-ci faire une proximité positive. Il faut qu'on leur apporte le développement. C'est dans le développement qu'on fait la différence des voix. Pour cette Côte d'Ivoire qui se développe sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, il est notre devoir de faire tout pour que d'abord le pays soit réconcilié, pour que le pays avance et partout dans la Côte d'Ivoire. Nous allons investir le terrain à l'effet du toucher du doigt les réalités de nos militants. Je pense que notre rôle, c'est d'être avec eux, partager avec eux leur quotidien, partager leurs habitudes et voir avec eux comment le parti pourrait aller de l'avant. Nous sommes fiers, nous voudrions dire merci à nos militants qui nous ont fait confiance en nous accordant leur suffrage. Aujourd'hui, c'est le couronnement. Nous allons tout faire, tout mettre en œuvre pour que le RHDP puisse rayonner dans la commune de Divo, mais au-delà, dans la grande région du Lot-d'Ivoire. Ma première mission, c'est de concilier et de réunir et de faire une cohésion entre tous les militants. Nous allons encore recruter dans notre département des nouvelles personnes qui doivent adhérer à la politique du président de la République qui passe par le RHDP. Quand le président de la République lui-même, président de notre parti, se déplace pour venir vous investir, vous vous sentez en situation de responsabilité. Et je voudrais donc rassurer les uns et les autres que là où nous sommes au plateau, nous allons nous battre pour faire honneur au président de la République. Nous allons nous mettre au travail pour permettre au parti de rester le premier parti de la Côte d'Ivoire. Et ça, pour les secrétaires départementaux que nous sommes, nous devons tous comprendre que c'est une responsabilité que nous avons et nous allons travailler pour honorer les engagements pris devant le président de la République. Je peux vous rassurer que dès cet instant, nous allons nous mettre en ordre de bataille pour la victoire du RHDP et le bonheur du peuple ivoirien. Nous avons écouté religieusement le président du parti qui nous a instruit, qui nous a donné une feuille de route très claire qui consiste à travailler sur le terrain, à consolider les acquis du RHDP et à créer les conditions de développement de la Côte d'Ivoire nouvelle. Et voilà, c'était l'engagement des militants et secrétaires départementaux du RHDP. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire est aux États-Unis pour des rencontres avec les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Hier, Koneti Moko Mélié échangeait avec les directeurs généraux de la Banque mondiale et de la Société financière mondiale. 2 séances de travail que rapporte Michel Tigray. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire au siège de la Banque mondiale à Washington,
En face de la délégation ivoirienne, quelques responsables de la banque, par visioconférence, le directeur général de l'institution a tenu à participer aux échanges pour montrer son attachement à la Côte d'Ivoire, mais surtout traduire l'intérêt que porte la Banque mondiale au pays. Nous espérons que la Côte d'Ivoire peut continuer son leadership en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest. Et nous espérons comment on peut vraiment avancer, qu'on peut ensemble identifier un certain nombre de projets qui peuvent être transformatifs pour votre pays. La Banque mondiale entend accorder sur les 3 années à venir des crédits et des dons aux pays africains à hauteur de 65 milliards de dollars. Son directeur général souhaite que la Côte d'Ivoire bénéficie pleinement de ces financements. Après cette séance de travail, le vice-président a rencontré le directeur général de la Société financière internationale qui a annoncé que la SFI va intensifier ses interventions en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs. Dans les secteurs, bien sûr, la Côte d'Ivoire a un avantage comparatif, l'agriculture, mais également le secteur manufacturier, la petite entreprise, la PME. Nous avons discuté d'augmenter nos investissements dans le secteur de agricole. Nous avons parlé d'augmenter nos investissements dans le secteur du logement. Nous avons parlé d'une augmentation de nos investissements dans le secteur manufacturier pour pouvoir créer justement cette chaîne d'entreprises, de petites et moyennes entreprises qui sont créateurs d'emplois. Le vice-président a indiqué clairement que la priorité du gouvernement ivoirien était la création d'emplois, la résilience de l'économie et surtout de s'assurer que malgré cette crise, on continue à avoir une trajectoire de croissance en Côte d'Ivoire au niveau qui est celui désiré par les populations et par le gouvernement ivoirien. À ce jour, les engagements de la SFI en Côte d'Ivoire s'élèvent à 1 milliard de dollars. La délégation conduite par le vice-président aura également une séance de travail avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Et l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi cette conférence internationale Sud-Sud et triangulaire sur l'éradication de la fistule obstétricale. Cet événement se tient à Abidjan jusqu'au 15 septembre prochain. 16 pays y participent et sur 3 jours, ce sont des partages d'expériences et stratégies pour freiner ce mal. Le développement sur la rencontre avec Mahama Traoré. Elle se décrit comme une perforation grave des organes génitaux. La fistule obstétricale survient généralement lors de l'accouchement. Environ 2 millions de femmes en souffrent à travers le monde, dont plus de la moitié en Afrique. Les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre n'y échappent pas, d'où ce dialogue de haut niveau tenu ce mardi à Abidjan à l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, en vue de mutualiser les efforts face à cet ennemi commun. L'initiative est soutenue par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Nous pouvons et nous devons l'éliminer pour renforcer et restaurer la dignité des millions de femmes, les insérer dans la société pour qu'elles réussissent à retrouver leur dignité et tous les droits dont elles devraient jouir. 16 pays prennent part à ces travaux. Tous ambitionnent d'éliminer la fistule obstétricale en 2030 avec une stratégie intégrant prévention, prise en charge chirurgicale, implication des communautés et réinsertion socio-économique des femmes guéries. La Côte d'Ivoire, elle, connaît des progrès notables dans cette lutte. Le taux de prévalence pour les femmes en âge de procréer est passé de 2,5% en 2012 à 1% en 2021. Reste le défi d'investir environ 75 milliards de francs CFA pour éradiquer cette pathologie. Je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel solennel à nos partenaires techniques et financiers pour un accompagnement permanent dans la mise en œuvre d'une stratégie ambitieuse pour définitivement éliminer la fistule du Côte d'Ivoire et des différents pays à l'horizon 2030. Cet appel est appuyé par la première dame Dominique Ouattara, elle qui milite depuis des décennies pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Chers participants, je voudrais vous exhorter, durant vos travaux, à maintenir la dynamique du partenariat, source de richesse et d'efficacité, qui a permis à nos professeurs et médecins provenant des pays frères d'Afrique et de Côte d'Ivoire d'opérer 180 cas de fistules complexes, dans le cadre de la caravane opératoire conjointe avec les experts de la sous-région.
Nous gagnerons également à tirer parti de cette conférence d'Abidjan à 2 niveaux. En premier lieu, en explorant des approches de prévention et de prise en charge dans le cadre d'un partenariat élargi et coordonné entre pays africains. En second lieu, en tissant une collaboration fructueuse avec les pays occidentaux qui ont l'avantage d'avoir maîtrisé la fistule obstétricale. Je voudrais à présent m'adresser tout particulièrement à mes sœurs et à mes filles souffrant de cette maladie. Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seuls. Les traitements et les prises en charge mis à votre disposition par le gouvernement et ses partenaires sont efficaces et gratuits. Je vous encourage à fréquenter les hôpitaux et les centres de santé pour être soignés et ainsi retrouver une vie normale. Au titre des efforts engagés par le gouvernement, il est à noter que 3500 victimes ont déjà bénéficié d'interventions chirurgicales gratuites pour être guéries de la fistule obstétricale. Voyons à présent cette séance plénière à l'Assemblée nationale sur le calendrier des travaux parlementaires allant du 12 septembre au 29 décembre prochain. 36 projets seront examinés au cours de cette période. 6 projets de loi de ratification d'ordonnances, 13 projets de loi ordinaires, 8 projets de loi de demande de ratification de conventions et traités internationaux. Le détail sur ce calendrier parlementaire avec Souleymane Donisongou et Abou Sanogo. Réunis en séance plénière, les députés ont approuvé la proposition de l'ordre du jour des travaux parlementaires pour la période allant du lundi 12 septembre au jeudi 29 décembre 2022. Présidée par Adama Bictogo, président de l'institution, cette séance a été l'occasion d'apporter une série d'informations aux élus du peuple, suite à sa rencontre avec quelques représentants du groupe parlementaire. Pour le renforcement de notre cohésion au sein de notre institution, qu'il était donc bon que l'UDPCI rentre donc dans le bureau. Ceci a eu l'adhésion de tous les groupes parlementaires. Je suis l'invité de la présidente de l'Assemblée nationale de France et je suis aussi l'invité du président du Sénat français. Et ces audiences auront lieu donc les 21 et 22 septembre. La reprise des travaux des groupes parlementaires démarre ce mardi 13 septembre. 36 projets de loi se trouvent sur le bureau de l'Assemblée nationale. Sur ces 36 projets de loi, 27 sont programmés, en plus des textes budgétaires inscrits en blanc pour être examinés sur la période indiquée. Au terme des échanges, le calendrier des travaux parlementaires pour la période allant du lundi 12 septembre au jeudi 29 décembre 2022 a été adopté à l'unanimité des députés présents. On a fait une pause et nous reprenons. Et nous avons 6 projets de loi. Je pense que les députés sont invités à revenir avec des thèses, avec des propositions, des amendements certainement, pour le bonheur des Ivoiriens. Les projets de loi arrivent régulièrement et nous les examinons avec beaucoup de bienveillance. Ceux qui sont pertinents et qui ne posent aucun problème devraient passer. Et ceux que nous jugerons pas tout à fait à point, nous ferons les propositions d'amendement, d'amélioration. Le calendrier des travaux parlementaires prévoit pour la période définie l'examen de 36 projets de loi ainsi que plusieurs séances d'information. Revenons sur la rentrée scolaire. Ce fut hier la rentrée officielle des classes en Côte d'Ivoire, à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Les cloches ont sonné et rythmé la journée des élèves. Nous vous rapportons ce soir les images du premier jour d'école au sein des établissements dans la sous-préfecture d'Étuéboué. C'est une ambiance que rapportent Davy Soyo et Serge Coléa. Premier jour de classe à Étioboué, sous-préfecture du département d'Adiaké. Les tenues scolaires font honneur. Charlotte prépare son fils Uriel, 5 ans. C'est son premier jour, maintenant il va au CP, donc je l'accompagne avec mes nièces à l'école. Le petit Uriel fait ses grands débuts à l'école primaire publique d'Étioboué A. Aux côtés de sa mère, il est présenté au directeur. Pour les petits élèves de CP1, il faut dire que depuis nous attendons, nous accueillons au portail, nous accompagnons dans les classes et nous leur montrons leur place en classe. Et donc nous leur disons que l'école c'est comme à la maison, que nous sommes là pour l'accompagner. Il est 7h30 ce lundi, l'engouement n'est pas encore au rendez-vous. C'est toujours comme ça pour les premiers jours de classe. La rentrée, elle se fait mais timidement. Jusqu'en fin de semaine,
je crois que tous les élèves seront présents en classe. À l'EPP Etioboué B, les écoliers sont plutôt occupés au toilettage de l'établissement. Etioboué abrite un collège de proximité avec une capacité d'accueil de plus de 500 élèves. Ici, les cours sont effectifs. Tout au long de votre année scolaire. Vous avez compris? 10 heures, c'est le moment choisi par le sous-préfet de Etioboué pour visiter les salles. Adolphe Guéhi est accompagné du principal et du chef de village. Chaque année, nous venons régulièrement leur parler, nous venons régulièrement leur dire ce qu'il y a à faire pour être meilleur demain. Someone read the sentence. Kofi, Kofi, Dans la classe de 4e, l'enseignant Marcelin dispense son cours d'anglais. Ce matin, on commence la révision, on a mis temps 6. Temps 6, ce sont les temps. Bon, comme il y a plusieurs types de temps, on va commencer avec les temps présents. Donc après le temps présent, on va voir les temps passés et si possible le futur et le conditionnel. On va prendre peut-être 1 semaine ou 2 semaines de révision et à la 3e semaine, on va commencer avec le programme proprement dit. Le cours est animé. Sarah et ses camarades sont heureux de retrouver cet environnement. Ça m'a manqué. Je n'ai pas venu à l'école pendant 3 mois. C'était beaucoup. L'école me fait du bien. Quand je suis en vacances, je me sens un peu triste parce que l'école me manque. À Etioboué, l'école a bel et bien démarré. Les enseignants sont à leur poste. L'ambiance des jours de classe est également au rendez-vous. Le district autonome du Bassa-Sandra nourrit l'ambition d'améliorer les conditions de ses populations. Une collecte de données est effectuée pour la réalisation optimale des projets à réaliser. Des précisions dans ce reportage de Sam Kona. Le district autonome du Bassa-Sandra se prépare pour lancer 10 grands projets de développement. Après les études de faisabilité, la collecte des données vient d'être lancée à l'hôtel du district, en présence du corps préfectoral, des élus et cadres, des chefs traditionnels et de la population. Le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, est en charge de cette opération. La séance d'aujourd'hui était pour nous l'occasion de jeter les bases qui vont nous permettre de recueillir toutes les données nécessaires sur le territoire du district en vue de l'actualiser, ce plan stratégique, et en même temps de sillonner ce territoire-là et en faire un film institutionnel qui donne les atouts touristiques, économiques de la région du district du Bassa-Sandra. Pour le ministre-gouverneur Philippe Ligré, il faut tout mettre en œuvre pour un plan stratégique de développement plus harmonieux. Je puis dire aujourd'hui que les 10 études de faisabilité des grands projets sont en finalisation. Celles qui sont là, c'est comme je dis, le plan de développement, le schéma directeur, le livre blanc et puis les monographies, toutes ces études de base du développement, eh bien, c'est aujourd'hui le démarrage de la collecte des données. On ne peut démarrer cette collecte-là sans que les autorités, tous les composants de la société ne soient briefés, ne soient informés pour conduire à bonne fin ces études-là. Après la collecte des données, des séances de travail vont avoir lieu dans les mois à venir à travers les 3 régions qui composent le district afin de faire par la suite la synthèse et élaborer un livre blanc du district autonome du Bassa-Sandra. Dans la sous-préfecture de Lakota, la communauté du village de Pourgo fait de l'investiture du président de la mutuelle de ce village une occasion de rendre hommage au chef de l'État pour les différentes actions de développement engagées dans cette localité. On voit cela avec Godefroy Kambawa. Canton Dieko, dans la sous-préfecture de Lakota, l'heure est à la fête. Réunis au sein de la mutuelle pour le développement et l'entraide de Pourgo, les filles et fils du village ont, par la voix du président de la mutuelle nouvellement investi, salué les actions de développement du président Alassane Ouattara dans cette localité. Je suis obligé d'ouvrir une brève lucane pour rendre un vibrant hommage au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Oui, pour sa politique de développement, pour le bien-être des populations ivoiriennes, dans leur ensemble et dans les quelques acquis susmentionnés, mais combien important et significatif pour notre village.
La marraine et l'invité spécial pour cette occasion, Claude Saï, ont appelé à l'Union des cadres de Pourgo afin de faire bénéficier la localité de plus d'ouvrages de développement. Le président Alassane Ouattara est arrivé à faire ce que j'appelle le mariage de la parole, donc du verbe et de la main. Quand Ado dit parole, Ado fait. Pourquoi était dans la souffrance? C'est lorsque le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir que vous avez eu la toute première école. Satisfait de la construction d'une école primaire de 6 classes, d'un jardin d'enfants, de la pompe à motricité humaine, ainsi qu'un château de type hydraulique villageoise amélioré, construit et déjà livré, les autorités ont posé la première pierre d'un centre de santé, le premier du genre. Et c'est sur ces actions de développement dans cette localité proche de Lakota que nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis.